Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a secoué pas mal de monde en 2025. Walmart. Le symbole des prix bas aux États-Unis qui se met à augmenter ses prix. Oui, et pas qu'un peu, à cause des nouveaux tarifs douaniers voulus par Donald Trump à l'époque. Exactement. Et ce n'était pas juste un petit ajustement, on parle potentiellement d'un vrai tournant. Notre discussion va explorer ça. Comment cette décision, mais aussi les changements internes chez Walmart, logistique, techno, emploi, ont pu redessiner une partie de l'économie américaine. Mhm. Et on se base sur quoi pour dire ça? On s'appuie sur une transcription vidéo qui détaille assez bien ces événements de 2025. L'idée, c'est vraiment de décrypter les faits rapportés, voir ce que ça implique. D'accord, allons-y. Alors, le point de départ, c'est le 15 mai 2025. Doug McMillon, le PDG, annonce la fin de la politique historique des prix bas chez Walmart. C'est Hmm, un coup de tonnerre, quoi. oui, carrément. Et la cause directe, elle est claire. C'est ça, les fameux tarifs sur les produits chinois. On parle d'un pic à 145% qui s'est ensuite stabilisé autour de 30%. C'était énorme. Et le directeur financier John David Rainey, il n'a pas tourné autour du pot, il a dit que les hausses c'est inévitable. Oui, surtout pour la rentrée scolaire, un moment clé. Et ça touche vraiment les produits de base, hein. Les fruits, les articles pour bébés, les jouets, l'électronique. Le quotidien des gens, en fait. Tout à fait. L'exemple qui a marqué, c'est la poupée Barbie. Son prix est passé de 10,49 $ à presque 15 $ en une semaine. Waouh, c'est agressif comme hausse. Carrément. Et Trump, il a réagi comment? Il a pas dû aimer. Ah non, pas du tout. Ultimatum direct, pour que Walmart absorbe les coûts. D'accord. Et c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue économique, non? Tout à fait. Parce que, fondamentalement, les tarifs douaniers, ce sont des taxes. Et la question, c'est toujours qui paie la facture à la fin. Bah oui. Quand un mastodonte comme Walmart, qui est quand même réputé pour être une machine à optimiser les coûts, dit non, on ne peut pas absorber ça, on doit augmenter les prix, eh ben c'est un signal d'alerte énorme pour tout le secteur. Ça montre les limites, même pour eux. Exactement. Ça montre que même les plus gros peuvent être mis sous pression par ce genre de politique fiscale. Et cette annonce sur les prix, c'était que la partie émergée de l'iceberg, j'imagine. En coulisses, ils devaient déjà bouger. Ah oui, ils n'ont pas attendu. Ils ont agi sur plusieurs fronts, et assez discrètement d'ailleurs. C'est-à-dire, concrètement, ils ont fait quoi face aux tarifs? D'abord, la chaîne d'approvisionnement. Ils ont commencé à rediriger des contrats hors des États-Unis. On parle du Vietnam, de l'Inde, du Mexique. Ah oui, ouais. Oui, leur programme interne, qui s'appelait Made in USA, il a changé de nom pour Grow With. En gros, c'était une logique de survie fiscale. On va là où il n'y a pas de tarifs. Malin. Et au niveau des produits eux-mêmes? Ils ont aussi joué sur les matériaux. Par exemple, l'aluminium était taxé. Pour certains emballages, hop, on le remplace par de la fibre de verre. C'est très pragmatique comme adaptation. D'accord, donc on change les fournisseurs, on change les matériaux, mais il n'y avait pas que ça, si. La technologie a joué un rôle aussi. Absolument. Et c'est un point crucial. L'automatisation, les robots, l'intelligence artificielle dans les entrepôts, même en magasin, ça s'est accéléré à une vitesse folle. C'était pas juste de la modernisation classique, alors... Non, pas seulement. Dans ce contexte précis, c'était vraiment une mesure d'urgence. Pensez-y, hein. D'un côté, le coût de la main-d'œuvre américaine, de l'autre, les tarifs qui augmentent, les coûts d'importation. double peine. Voilà. Donc, remplacer des humains par des machines, c'est devenu une stratégie quasi essentielle pour essayer de sauver les marges. C'est une réponse rapide à une crise de coûts, pas une évolution tranquille. Logique. Mais ça a dû faire grincer des dents au niveau politique. Comment l'administration Trump a réagi quand Walmart a dit non, on n'absorbe pas les coûts? Très mal, très très mal. On rapporte que Trump s'est senti trahi. Il aurait même menacé d'annuler des contrats fédéraux avec Walmart. Ah oui, quand même. Et publiquement sur Truth Social, il a exigé que l'entreprise absorbe les taxes. Son secrétaire au commerce, Howard Lutnick, était sur la même ligne. Et l'image de Walmart en a pris un coup? Oui, dans certains cercles, ils ont été traités d'antipatriotiques. C'est pas la première fois qu'on entend ça pour des grandes boîtes américaines. On avait vu ça avec Harley-Davidson ou GM aussi. D'accord, donc grosse pression politique. Mais économiquement, comment Walmart a justifié sa position? L'argument économique est assez simple, et la plupart des économistes sont d'accord là-dessus. Les tarifs, ce sont des taxes. Et à la fin, c'est quasi toujours quelqu'un en bout de chaîne qui paie, souvent le consommateur. C'est la théorie classique. C'est ça, Macmillan, le PDG, il a beau répéter que Walmart est engagé pour l'emploi américain, il a souligné un truc important. Les marges dans la grande distribution sont très faibles. Il n'avait juste pas la capacité d'absorber une charge fiscale pareille sans répercussion. Et les chiffres financiers, ils disaient quoi? C'était ambivalent.
Le chiffre d'affaires du premier trimestre était en hausse, oui, à 165,61 milliards de dollars. Mais les bénéfices, eux, étaient en baisse. Ah, donc la hausse du CA venait d'où? Surtout de l'alimentaire, de l'e-commerce. Et peut-être aussi des gens qui ont acheté avant les grosses hausses, par anticipation. Et puis, il y a eu la réduction des coûts grâce à l'automatisation. Donc, ce n'était pas un signe de santé florissante, plutôt une adaptation forcée. Et l'impact concret pour les clients, on l'a vu avec la Barbie, mais il y a d'autres exemples? Oui, oui. Les sièges auto pour enfants, par exemple. Certains modèles sont passés de 350 $ à plus de 450 $. Ça se sent direct dans le budget des familles. Ouch. Et j'imagine que tout ça a eu des conséquences bien au-delà des prix en magasin. Qu'est-ce que ça a donné sur le terrain pour les emplois, notamment dans l'Amérique un peu plus rurale où Walmart est souvent un gros employeur? Alors là, oui, les répercussions sont directes et souvent douloureuses. On parle de contraction dans les centres de distribution, de fournisseurs locaux qui perdent des contrats, de moins de boulot pour les transporteurs. Hmm. Et tout ça, ça se traduit en suppression de postes ou en réduction d'heures de travail, surtout dans les petites villes, les zones rurales qui dépendent beaucoup de Walmart. Et ça s'arrête pas là, j'imagine. Effet domino. Exactement, moins d'emplois, moins de revenus. Ça pèse sur l'immobilier local, sur le financement des écoles, sur les services de santé. C'est tout un écosystème local qui est touché. Et les petits fabricants américains qui fournissaient Walmart? Eux aussi sont fragilisés. Pour certains, qui dépendaient énormément des commandes de Walmart, ça a pu aller jusqu'au bord de la faillite. C'est dur. Donc, si je résume, on a une accélération vers l'e-commerce, vers l'automatisation, et ça semble laisser sur le côté certaines régions, certains travailleurs. Le paradoxe, c'est que ces tarifs qui étaient censés protéger l'emploi américain, Eh bien, il semble avoir eu l'effet inverse, au moins en partie. C'est le grand paradoxe ici, oui. En augmentant les coûts d'importation, et potentiellement les coûts de production aux US si on dépend de composants importés, ouais, ça a rendu l'automatisation et la délocalisation vers des pays non taxés encore plus intéressantes économiquement pour une entreprise comme Walmart. et pour l'américain moyen, c'est le double dilemme. Exactement. Le travailleur consommateur se retrouve coincé. Soit il paye ses produits plus chers, soit il risque de voir son emploi ou sa communauté fragilisés par ces stratégies d'adaptation. D'ailleurs, la source mentionne une enquête. 75% des consommateurs blâmaient directement les tarifs pour la hausse des prix. Ils voyaient bien d'où ça venait. Face à cette situation difficile et ce géant qui s'adapte comme ça, est-ce qu'on voit des réactions au niveau local, des alternatives qui se créent? Oui, et c'est peut-être un des effets secondaires inattendus un peu plus positifs. Face à cette pression sur l'emploi, cette dépendance à un seul gros acteur, on commence à voir émerger, dans certaines communautés touchées, des initiatives locales. C'est encore assez embryonnaire, faut être clair. Bien sûr. Mais ça pourrait être l'amorce, peut-être involontaire, d'un écosystème économique différent, plus décentralisé, stimulé par la nécessité en fait. Intéressant. Donc pour conclure, Walmart opère toujours aux États-Unis, c'est pas ça la question, mais sa mécanique interne où il s'approvisionne, comment il produit via ses fournisseurs, sa logistique, tout ça se reconfigure très vite. On s'éloigne, on automatise. C'est exactement ça. Le paradoxe final, c'est que les tarifs censés relocaliser ont peut-être surtout accéléré l'automatisation et la délocalisation de certaines parties de la chaîne de valeur. Alors, la question provocatrice, pour finir, ce serait peut-être moins est-ce que Walmart tourne le dos aux États-Unis que est-ce que les États-Unis sont prêts à imaginer une économie moins dépendante d'un seul géant comme ça? Bonne question. Et surtout, quelle forme cette nouvelle économie, peut-être plus locale ou plus diversifiée, pourrait prendre? Voilà une réflexion, je pense, essentielle pour l'avenir.